Cette émission vous est présentée par Decathlon. La NBA, est-ce que c'était mieux avant? C'est lundi. Grosse question. Wow! This is Monday. Le meilleur jour de la semaine. Voilà, celui-là, le premier. Le premier étant le meilleur. Le best day of the week. Voilà, c'est ça, une semaine, ça ne fait que baisser. Ça ne bouge pas. Comment ça va, Alex? Ça repart. Ça va bien. Écoute, comme un lundi. Comme un lundi de 2024 ou de 1984? Voilà. Est-ce que 1984 c'était avant? Voilà, on va en parler. Énorme grosse question qu'on va devoir se poser aujourd'hui. Installez-vous tranquillou bilou. On espère que donc vous avez passé un. Du coup, c'est quoi? C'est un super week-end ou un week-end Alors, on nul? espère que vous avez passé le meilleur week-end possible, si tant est que ce soit cool les samedis et les dimanches. C'est ça un peu le truc. C'est ça. On ne fait que monter en température. Le lundi est formidable. Donc, on espère en effet que ça va bien. Grosse question aujourd'hui. La NBA était-elle mieux avant? Ça veut dire quoi, comme l'a dit Alex, avant? Comment est-ce qu'on va pouvoir parler de tout ça? Il y a tellement d'éléments. C'est passionnant comme débat. Ah ouais. Puis c'est un débat qui revient souvent. Ah oui. Qui n'a peut-être pas une réponse fixe. C'est peut-être plusieurs réponses. D'ailleurs, ces réponses, elles peuvent évoluer au fil du temps. Tout à fait. Donc voilà, on va en parler, quoi. On va en débattre en long et en large. Plein d'éléments qui sont préparés. Évidemment, on va pouvoir se régaler. On a hâte d'avoir vos commentaires et vos avis à vous. Que vous soyez nouveau là sur la NBA et qui peut-être révisez ce qui s'est passé par le passé, ou bien ceux qui ont connu la NBA pendant très très longtemps et qui vont dire ah, c'est mon lundi. Ouais, voilà. Laisse-moi te dire qu'à l'époque. Et attends, ça dépend parce que les anciens, oui, ils sont pas tous en train de te dire genre c'était mieux avant. Non, pas forcément. Bien sûr que non, tout à fait. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi les anciens, hein? C'est quel âge les anciens? Ah oui. C'est quelle époque? On va pouvoir le définir, ça va être très drôle ça aussi. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a plein d'autres grosses questions qu'on vous invite à regarder tous les lundis. On se retrouve, donc balancez vos suggestions de thématiques. On en a déjà fait plusieurs. Récemment, on était même revenu sur du génie. Ouais, une équipe parfaite. L'équipe parfaite, les critères du MVP. Débat pas simple. Vidéo très rapide. Voilà. Bouclé en 10 minutes. Clac. Chrono. Tout à fait. J'ai envie de dire une des premières TBNL, quoi. 3 minutes en récent. Tu as mis l'habit de prédilection. L'habit, c'était mieux avant. Ou pas. Voilà. Et moi, du coup, si c'est un pull de Boston, on peut dire que c'était mieux avant. Boston, clairement, ça représente bien avant. Je crois que c'était mieux avant. Ça peut représenter aussi le présent. Tout à fait. Voilà. Mais peut-être le futur, on verra. Ce vert-là, il est un peu plus dans le présent qu'avant. Ah, je te confirme. On n'est pas sur le le On va en parler des couleurs. Mais on va en parler tout à fait des couleurs. Ce qui est sûr et certain, c'est que comme d'hab, on va respecter le plan habituel pour les grosses questions. D'abord, on commencera par une partie définition. Ouais. C'est quoi une définition dans la NBA était-elle mieux avant? C'est le mot mieux. On va voir. Ouais, on va définir le mot mieux. Peut-être, on verra ce que ça veut dire. Ensuite, on posera un contexte, parce que là, il y a un très très haut contexte à poser. Pourquoi on se pose la question aujourd'hui? Et on terminera avec, évidemment, le classique, la tentative de grosse réponse. Ouais, c'est ça, c'est bien. Et comme Alex l'a souvent répété sur cette chaîne, à la fin de cette vidéo, vous saurez si la NBA c'était mieux bien sûr. ou pas. Exactement. C'est vraiment genre, on définit le truc, et puis si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous avez tort. C'est tout simplement comme ça. Est-ce qu'on ne commencerait pas par des grands classiques comme notamment Alex? Rappeler aux gens que sur cette saison 23-24, lorsqu'on fait des grosses questions, nous sommes avec les poteaux de Decathlon. Exactement. Decathlon qui a un partenariat avec la NBA. Et qui, à ce titre, peut faire tout un tas de produits à l'effigie des franchises NBA. Oui. Alors, des beaux ballons Wilson, hein, voilà, on les voit, boum. Non, mais c'est le sponsor officiel Wilson de la NBA. Les ballons, ils sont en vente, là, on le voit sur le site de Decathlon. Tout à fait. On a du produit Decathlon, bim, Miami Heat. Ça, c'est sympa. Du panier de basket, le panier de basket mobile. Là, c'est le B900. Donc, le B900... beau bébé, hein. Ouais, très beau bébé. Tu joues, tu as vraiment des sensations. Moi, j'aime bien parce que tu as vraiment des sensations très très proches d'un panier full. D'un vrai panier pro. Je suis d'accord. La planche, le cercle. Faut faire gaffe à bien le lester. Si vous achetez un B900, là dans les petits trous là, qui servent quand on le replie et tout, il faut bien le lester parce que si vous envoyez comme moi des gros dunks, quand vous accrochez, bon, faut que ça soit bien lesté, quoi. Je vous confirme que quand Alex s'accroche à l'arceau, j'espère qu'il y a du sable et de l'eau et du plomb, évidemment, qu'on peut mettre là-dedans. Vous pouvez retrouver plein de produits, évidemment. Le lien est dans la description. Il y a des sacs à dos, des shorts, il y a absolument tout ce qu'il faut pour notamment tester la collection, qu'elle soit performance ou lifestyle, de nos poteaux de Decathlon qui sont avec nous tous les lundis, n'est-ce pas? Avant de se demander si la NBA c'était mieux avant, peut-être que la nourriture c'était mieux avant, ou dans le contexte présent. Alex, qu'est-ce qu'on mange? On mange, vu que les beaux jours arrivent doucement,
On mange une petite salade boulgour poisson, genre un petit colin froid. C'est-à-dire que ton colin, tu le fais cuire tout ça. Bon, ça. Tu le laisses refroidir. Un petit boulgour, quelques feuilles de salade, genre, je sais pas, de la roquette, tiens. Petite vinaigrette, hop, tu mets ton colin en petits morceaux, tu mélanges un peu, c'est très bon. Ça marche bien, puis c'est sain. Puis ça permet de se préparer à se mettre en forme pour le printemps, quoi. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Eh bien, écoute, évidemment, je vais partir sur un classique, mais que les gens ne connaissent pas forcément. Ce n'est pas le kebab. Qui dit la NBA était mieux avant était aussi la planète, c'était mieux avant. On pouvait manger de la ratatouille en plein mois d'avril. Eh bien, ratatouille pour aujourd'hui, même si ce ne sont pas du tout des légumes de saison. On sera dans la thématique, vous pouvez la faire. Petit conseil, vous faites des légumes à chaque fois dans des poêles et des casseroles séparées. C'est un petit peu le truc. Quoi, chaque légume ? Ouais, moi je le fais comme ça. Ouais. Ah ouais, du coup ça fait une ratatouille mon gars à la fin. C'est un classique. Sinon vous faites pas chier, vous le faites au micro-ondes. Moi je mets tout dans la même casserole. Exactement, tout dans une casserole. Dites-nous évidemment ce que vous mangez. Des coucous et des bisous aux copains et copines qui sont avec nous, qu'ils soient au taf, dans les transports ou en train de faire la vaisselle. La team parents et papa, je sais qu'elle est présente. Bien sûr. Ou les gens qui sont tranquillement installés dans leur canapé. On va se pencher sur cette grosse question. C'était mieux avant ou pas alors ? Très violent. Ouais. Pour commencer à répondre à cette grosse question, est-ce qu'on ne poserait pas une définition ? Si, il faut. On va essayer de faire ça. Ouais. On commence forcément avec une grosse définition. La NBA, c'était mieux avant. Alex, on va pas te définir les termes. NBA mieux avant, ça va, je sais parler français. Là, il n'y a pas vraiment de termes techniques à définir. Oui. En revanche, il y a une question à se poser, et c'est dans le cadre de la définition, c'est c'était mieux avant ou pas, mais avant, comment on définit dans le sens, pas au sens littéral du terme, mais est-ce que quand on dit c'était mieux avant, c'était mieux avant les années 70, c'était mieux avant une date clé de la NBA qui est genre 84, c'était mieux avant 2000, est-ce qu'on fixe le avant à avant 2000 ? Moi j'ai ma réponse perso. Est-ce qu'on le fixe à avant 2012 ? Tu vois ? Wow. En fait, il y a le avant récent. Pour certains, avant, et y a le avant, c'était les années 2000, c'était déjà avant. Bientôt, ce sera le avant, ouais. Ben ouais, peut-être même déjà aujourd'hui, vu comment, et on va en parler dans le gros contexte, vu comment le jeu a évolué de manière rapide ces dernières années, ces 10-20 dernières années, est-ce que avant, est-ce que le prime de joueurs comme Tracy McGrady, Vince Carter, Kobe Bryant, tout ce genre de Iverson, Shaq, est-ce que c'était avant ? Alors, par définition, oui. Bah oui, c'était avant. Parce que, oui. Et on a le droit de dire, attends, c'était à l'ancienne. Moi, ça me dérange pas, hein, c'était il y a 20 ans. Donc ça commence à faire un bout de temps. Mais je t'avoue que moi, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, bon, je vais couper un peu la poire en deux et de manière symbolique. Ouais. Je me suis dit, c'est ce qui est avant l'an 2000. C'est-à-dire que, mais c'est mon avis, hein, et on va pouvoir essayer de poser ça. Mais moi, j'avoue que très souvent, l'image qui vient avec le c'était mieux avant, c'est les années 90. En gros, c'est ce qui vient. Peut-être parce que je suis né moi-même en 90 et que du coup, je suis impacté par ça. Donc pour toi, les années 80 et les années 90, c'est avant. C'était avant. Tout à fait. Donc si on commence à dire, si par exemple quelqu'un commence à dire, ou toi par exemple, tu commences à dire, ah bah ouais, c'était mieux avant, ça veut dire que tu considères que la façon dont ça jouait la NBA des années 80-90 était mieux que la NBA d'aujourd'hui, par exemple. Mieux avant. Ça peut être c'est un exemple. Tout à fait, bien sûr. C'est pour bien caler les périodes. Pour que, et pour finir là-dessus, et tu vas me dire toi comment est-ce que tu as tranché, mais en gros, c'est vrai que je me suis dit, de par l'historique de la NBA, de par les règles qui ont été modifiées et de par aussi les images qu'on associe à des cultures de décennies, c'est vrai que je me suis dit, bon, je vais pas commencer à dire que Kobe, il a mis 80 points dans la préhistoire de la NBA, tu vois, c'est pas avant. Par contre, le style de jeu qui a été pratiqué dans les années 80, dans les années 90-70 sont évidemment des ères très différentes, mais je vais mettre ça, j'ai un peu coupé au milieu, quoi, c'est-à-dire c'est l'an 2000. C'est l'an 2000, toi. L'an 2000. Et je me suis dit, il y a 24 ans depuis, et quand tu reviens 24 ans en arrière, c'est quand il commence à y avoir la ABA, etc. C'est 1976. Donc c'est pas mal parce que tu te retrouves vers un avant qui est... j'essaie de trancher aussi l'ère moderne, c'est-à-dire qu'on peut revenir aux années 50 et 60, on va en parler. Mais je me suis dit, bon, on va essayer de parler de l'ère moderne de la NBA, donc lorsqu'il y a jonction ABA-NBA, milieu des années 70, et puis bah, tu as les années 70, 80, 90, et tu as les années 2000, 2010, 2020. Je comprends. Toi, tu as fait comment ? Moi, j'ai coupé encore plus près d'aujourd'hui. Moi, je pense que on peut commencer à parler de avant, genre tu reviens 15-20 ans en arrière, t'es avant.
C'est-à-dire que pour moi, la fin des années 2000, moi je te coupe même pas en 2000, je te coupe plus tard. C'est-à-dire que moi je coupe C'est le type des Celtics. Ouais, 2008, les 2008-2010, pour moi, c'est une vraie... Il y a un vrai changement et il y a un nouveau truc. Donc, avant 2008-2010, c'est avant, pour moi. Okay. Après, le avant, il va falloir le découper en plusieurs ères. Tu as vraiment la préhistoire, c'est-à-dire, par exemple, les années 40, évidemment, 50 et les années 60. Les années 70 jusqu'à 84, c'était quand même une autre NBA que celle qu'on a connue après. Et de 84 jusqu'à au moins le milieu des années 2000, c'est encore dans le avant pour moi. Pour moi, on change vraiment d'air, on change de truc vers la fin des années 2000. Eh ben, je vais te suivre. On va essayer de couper un peu en deux. On va se dire que c'est un truc entre 2005 et 2008, 2010, quoi. En gros, il y a 20 ans. Putain, bientôt il y a 20 ans. Bien sûr, ouais. Ah, ça va vite, hein. Ça va vite, hein. On est bientôt plus proche. Ouais, c'est ça. On est plus proche de 2040 que de 2000. Avant 2010, avant 2008-2010, c'est avant. Et ça ne veut pas dire que tout était pareil. Il y a eu des évolutions aussi dans cette période. Mais aujourd'hui, on est déjà en 2024. On se projette assez vite dans la suite. On a des jeunes joueurs en train de prendre le pouvoir. Et on est souvent en train de se poser la question, qu'est-ce que ça aurait donné, machin et tout. C'est bien la preuve que c'était bien avant. Puisqu'il n'y avait pas de joueurs... Il y a des joueurs aujourd'hui qui sont des spécimens vraiment liés à l'époque actuelle, qui n'existaient pas trop comme style avant. Donc voilà, moi le avant, ouais, c'est ça. On peut couper là-dedans, évidemment, pour clore cette partie définition, et je sais pas ce que tu en penses. En tout cas, on est sur un titrage NBA, mais il va y avoir des impacts multiples. Oui, moi, j'en ai intégré parce qu'il y a des moments où ça va avoir des impacts sur le basket féminin, sur le basket hors NBA, FIBA. Sur le basket FIBA, sur le basket international. Donc, à la fois, on va prendre le prisme NBA parce que c'est comme ça qu'on l'a titré. On ne dit pas est-ce que le basketball c'était mieux avant. On fait surtout le prisme NBA. Comme ça, on va rentrer dans les détails vraiment de cette ligue et de comment elle a évolué et le jeu qui va avec. Mais tu es d'accord, on va parler aussi parfois d'autres choses qui sont pas forcément que de la NBA, quoi. Pas que de la NBA, on va pas forcément être que dans le jeu. Oui. Le jeu, bien sûr, jeu, règles, arbitrage, tout ça, évidemment, mais aussi ce qui se passe autour. Tout à fait. Nous sommes corda. Autre chose sur la définition ou pas ? Non, on est bien. Non. On est pas mal sur la définition, on va pouvoir passer à un gros contexte, car oui, il y a un contexte à cette grosse question, le voici. Le fameux gros contexte. Le gros contexte, c'est comme d'hab, on se demande pourquoi est-ce que cette question à l'intérieur là, tu le disais en préambule Alex, cette question on peut se la poser tous les ans. Ah bah... Pourquoi est-ce qu'on le fait pas il y a un an ? Pourquoi est-ce qu'on le fait maintenant ? On peut se la poser tous les ans. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, moi j'ai relevé pas mal d'articles ou de vidéos sur du média français qui ont traité cette question de manière... Alors chacun ses angles, chacun sa vision du truc. C'est pas vraiment comment dire, le but ici d'aller dans la profondeur de ce qui a été dit, c'est juste de dire je suis tombé sur une vidéo, vas-y balance peut-être, je sais pas. Jeune Erwan, voilà. Les copains de First Team, il y a 6 ans, je crois, ils font une vidéo là-dessus. 2017, mine de rien. Tout à fait. 2017. Et déjà, il y a des choses qui ont dû changer de ouf. Hein. Exactement. Il faudrait regarder leur vidéo dans le détail. Il y a plus d'1 heure de vidéo. Donc, il faudrait regarder dans le détail ce qui a été dit. Allez-y à fond. Je crois qu'il y avait Stéphane Brun et Thomas, évidemment, qui étaient avec Erwan. Ils se sont posé la question, est-ce que c'était mieux avant ? J'ai trouvé un article. Ah oui, alors il y a cet article de QI Basket. Il est de quand, lui ? Je sais plus. Je crois que c'est 2018, je crois. Ils ont été en... Je vais voir s'il y a la date tout en bas. Ouais, Tancred en juillet 2018. Alors, tout à fait. 2018. Ouais. Donc 2018, ça se pose clairement la question. Basket USA, c'est carrément 2011. Alors là, 2011, vraiment, c'est... En 2 parties. Eh oui, on vous suggère même de partager l'article sur Facebook. La préhistoire totale. Nous aussi, on en était là, les gars. C'était incroyable. 2011... Ça se pose la question, est-ce que c'était mieux avant ? C'est là que c'est vachement intéressant. Oui. Et c'est pour ça que la définition était importante de savoir à quand tu mets le curseur de avant. Bien sûr. Sur le site de Trash Talk, vous retrouverez notamment il y a plein de choses, du questionnement sur le load management et ses dérives qui revient un peu à est-ce que c'était pas mieux avant la gestion du temps de jeu des joueurs et tout. Tout à fait, c'est la partie lexique notamment du site de Trash Talk. Vous pouvez retrouver plein d'éléments là-dessus où vous n'allez pas avoir forcément la NBA c'était mieux avant. Ça pourrait d'ailleurs intéressant d'écrire dessus, on en reparlera avec la rédac. Nous on fait une vidéo là-dessus aujourd'hui dans le cadre des grosses questions. Mais en tout cas comme tu le dis, il y a de tout. Les gens ont écrit et fait des vidéos là-dessus en France comme aux US. Hein. Ça c'est exactement comme aux US. C'est pour illustrer le fait que cette question... Et c'est pour ça que c'était important de caser le avant. En gros, quand tu te poses cette question,
tu dois commencer par te dire ok, mais du coup, de quoi on parle? Est-ce que c'était mieux avant? Moi, j'ai souvent eu des discussions sur des réseaux sociaux et tout, avec des gens où on se mettait pas d'accord sur... On oubliait en début de discussion de se dire ok, attends, avant tu parles de quand? Et après je me rends compte que par exemple le gars en face de moi, lui, considère que avant c'est avant 84 parce que 84 révolution, David Stern qui prend le pouvoir, on a la première draft avec loterie. La première loterie de draft, c'est peut-être 85, après c'est Pat Ewing. Oui, tout à fait. Donc c'est la draft de 85. Mais donc David Stern prend le pouvoir et veut instaurer un système de loterie qui va quand même modifier assez profondément le système de draft. Oui, il me semble. Oui, c'est ça. La draft de Jordan, je crois pas que ça soit sur loterie. C'est après. Ouais, c'est avant. C'est avant 83. C'est pas sur loterie. Non, c'est 84. Oui. Parce que la Juwan, c'est genre merci d'avoir été mauvais, enfin les Rockets et Moses Malone. Je crois qu'on était encore à l'époque où les deux moins bonnes équipes de la ligue, voilà. Pile ou face total. Et après, David Stern, il dit non. C'est pas une blague, hein. Pile ou face. Oui, bien sûr. Demandez à Alex. Bien sûr, le coin flip, le fameux coin flip en 69 qui donne Karim Abdul-Jabbar aux Bucks. Bref. Oui. J'ai rien dit. Alors qu'il aurait dû aller aux Suns, on le sait bien, on le sait tous. Donc, important là-dessus, et c'est intéressant de voir qu'avec le temps, 2011 sur Basket USA, 2017-18 sur First Team ou QI Basket ou d'autres médias français, les médias ricains, c'est un sujet qui revient quasiment tous les ans. Oui, d'ailleurs, moi je peux rebondir rapidement là-dessus. C'est souvent il y a des talk shows, bon, le plus connu étant Inside the NBA sur TNT avec Charles Barkley, depuis avec Shaq et avec Kenny Smith et Ernie Johnson depuis très longtemps. C'est un sujet qui revient. Le nombre de citations de Charles Barkley en 2010, 2011-2012, lorsqu'il y a l'air Stephen Curry qui débarque et que ça commence à dire on peut pas remporter un titre sur des jump shots, la NBA c'était mieux avant. Ça a été des débats tous les ans. Phil Jackson qui avait dit à l'époque, il était GM des Knicks, il avait dit non, le 3 points, lol et tout. Il avait pas bien regardé la NBA actuelle à l'époque. On vient d'avoir ce gros maga, excusez-moi, de Gilbert Arenas qui nous a dit il faut tuer tous les Européens. Je schématise, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Faut se débarrasser de tous les Européens. C'est à cause d'eux qu'il n'y a plus de défense. C'est à cause de let me tell you something qu'il n'y a plus de défense, tout à fait. Donc les Américains ont pas mal traité le sujet dans tous les sens. Et récemment, on a fait une grosse question sur la comparaison des époques, où on s'est pas mal appuyé et on a pas mal discuté autour des déclarations de JJ Redick qui parlait de plombier, de pompier pour Bob Cousy et tout. Bah, concrètement, lui, il dit pas que c'était mieux avant. Lui, il dit que c'était mieux aujourd'hui. C'est mieux tout à fait aujourd'hui pour lui. Il a sa manière à lui de le dire, mais voilà. Ouais, il y a un prisme évidemment important à avoir sur ce côté américain, c'est que souvent aux US, il y a une sorte d'accord, je dirais, c'est pas un accord tacite, mais en tout cas entre les personnes qui sont dans le monde de la télévision et des médias, qui ont donc connu notamment le basket des années 70 ou 80 ou 90, il y a un côté très 80s et 90s golden era pour eux, et donc du coup tout ce qui est après, quand on parlait de l'an 2000, ça c'est l'ère du futur quoi. Il y a un peu ce sentiment là chez les US, alors que là, tu peux couper aux années 2000, couper aux années 2000, enfin à 2000 comme tu le proposais, c'est tout à fait faisable, hein. Moi c'est juste que je trouve que les années 2000, au moins jusqu'en leur milieu, ressemblent très fort à la fin des années 90. Oui, tout à fait. Donc du coup, j'ai du mal à les séparer. Je suis d'accord. Je rebondissais uniquement là-dessus parce que, notamment par rapport à l'historique français, en fait, en termes de s'il faut une date, et moi j'aime bien quand tu prends 84, c'est qu'en fait, ce sont les premiers matchs sur Canal en France. Tout à fait. En plus, donc, internationalisation. L'historique NBA aux US, en termes de consommation, il date depuis 46, quoi, 1946, alors que nous, 84, c'est là que j'aime bien ta suggestion de monter un peu dans les années 2000, parce qu'en fait, 84-2024, t'as 40 ans, c'est déjà bon milieu. C'est 2004-2005. Voilà pour le contexte. Je voulais juste en ajouter une sur le contexte parce que je t'en ai parlé en off. Il n'est pas fini le contexte là. Oui, pardon, excuse-moi. Vas-y. Bah tiens, tu sais quoi, vas-y, et puis après moi je m'ajouterai. Je t'en prie. Donc dans le contexte, on a bien définir les aires. Là, on vient de le faire, on vient de parler des aires et tout, donc on est en train de comparer des aires. Pour moi, dans le contexte, il y a plusieurs grands angles que je veux bien qu'on aborde. Il y a premier gros angle, la modification, soit petit à petit, soit par grands coups de hache, des règles. Oui. Alors ça, c'est pas nouveau. C'est au fur et à mesure de l'histoire. Mais tu arrives à un moment où les règles des années 80 il y en a pas mal qui sont très différentes des règles d'aujourd'hui. Bien sûr. Donc, évolution, modification des règles. Ça, c'est un angle, je pense qu'il faut juste qu'on en parle un tout petit peu pour commencer à dire est-ce que c'était mieux avant les règles ou pas. Je suis pas sûr qu'il y ait une réponse forcément noir ou blanc comme ça. Mais en tout cas,
il y a ce phénomène qu'on a déjà traité parce qu'en fait il impacte tellement de sujets, mais il impacte le c'était mieux avant ou pas. Bien sûr, puis même le terrain, comment il est fait. Je veux dire, tu as le droit de dire la NBA avant 79, il n'y a pas de ligne à 3 points. Et depuis, il y en a une. Donc tu as le droit aussi de trancher comme ça. Et puis attends, il y a avant 79, et puis il y a, pour le coup, là, dans ce cas-là, tu pourrais dire avant 2013, parce qu'il a fallu quand même beaucoup de temps entre l'installation de la ligne à 3 points et le moment où les types ont commencé à se dire attends, 3 ça vaut plus que 2. Je comprends pas, mais c'est plus intéressant cette affaire. Tu vois, genre, et ça, stats avancées. Donc, informatisation, analytics, qui ont forcément créé des évolutions, et ça clairement tu peux commencer à le trancher à partir de la fin des années 2000, je dirais, où vraiment les analytics ont commencé à prendre de plus en plus de place et il y a eu un accès aux statistiques pour n'importe qui s'intéresse à la NBA. Il y a un accès aux statistiques absolument fabuleux aujourd'hui que tu n'avais pas, mais genre au début des années 2000 tu l'avais pas. Hein. Ah non, c'était trop compliqué, on était en train de débarquer sur les internets, en plus les outils de communication, on en reparlera, et d'information. Excel, c'était un truc qui faisait mal au crâne aux gens. Aujourd'hui maintenant, voilà. Putain, tu sais utiliser Excel, incroyable. C'est vrai qu'à la fin de l'ère 2000, de la décennie 2000, tu commences à avoir les premières stars de l'analyse statistique et notamment des stats avancées. C'est tout ce qui est Daryl Morey et compagnie. Hein. Quand Mike D'Antoni est arrivé avec 7 Seconds or Less, les gens ont dit c'est qui ce hippie quoi. Voilà, exactement. Donc là on en arrive dans le prolongement des règles et des analytics, on en arrive aux évolutions du jeu qui évolue naturellement vers un spacing de plus en plus large, qui devient de plus en plus la clé de l'attaque et de la défense. Est-ce que c'est bien ? Le shoot à 3 points, moins de jeu au poste, on sert les intérieurs de manière complètement différente, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Accélération du jeu aussi, là, depuis, même si la fin des années 90 et le milieu des années 2000 ont été la période la plus lente de l'histoire NBA, depuis, ça a beaucoup accéléré. Là, ça tend à se stabiliser autour d'une pace à 100 en moyenne, ou un truc comme ça, ce qui est énorme. Hein. On était plutôt vers 90, quoi, donc 10 possessions de moins. À une époque, c'est énorme, 10 possessions au basket. Allez-y, imaginez à 50% de réussite au tir, ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup de points. Donc ça, c'est des angles qu'il faut qu'on traite. Ensuite, je te fais tous mes angles et après tu me diras. J'en ai deux autres gros. Oui. J'ai l'aseptisation. L'aseptisation. Donc, aseptisation. Et en fait, c'est deux angles qui peuvent être mis sous l'angle du marketing. Le marketing, il a fait deux grandes lignes de modification. Aseptisation, parce qu'on veut que le produit, soi-disant, soit plus rond, plus machin, plus exportable. Ça, et tout. Moi, je suis pas du tout convaincu que ça soit que les modifications faites et les résultats escomptés. Pas du tout convaincu. Pour moi, l'aseptisation, ça rend pas forcément le produit plus beau. Au contraire. Même. Non, il faudra rentrer dans les détails. Trop d'aseptisation, c'est chaud. Oui, bien sûr, bien sûr. Et le deuxième angle qui va un peu avec le marketing, c'est le côté fidélité au maillot. Aujourd'hui, franchement, les joueurs en ont beaucoup plus rien à foutre de pour quelle équipe ils jouent. Beaucoup de joueurs jouent d'abord pour eux. C'est un phénomène de société qui n'est pas du tout lié forcément qu'à la NBA. Mais qui est aussi lié à la NBA. Mais qui est aussi lié à la NBA. On a pas mal d'exemples. LeBron James s'est fait énormément critiquer pour The Decision. Alors, il a calmé un peu les critiques en revenant à Cleveland et en gagnant un titre, en montrant un peu d'amour pour le maillot. C'est l'arbre qui cache la forêt ou pas ? Mais c'est un peu... Oh, il y a un peu de ça quand même. Mais je veux dire, il y a eu au moins un truc, tu vois, genre, si Kevin Durant revenait à OKC la saison prochaine, en fin de carrière, et avec Shai et tout, il aidait, il contribuait à ramener un titre au Thunder... Je pense qu'il y a pas mal de fans qui ont cramé du 35 en 2016. Ah, qui vont répartir les morceaux. Qui diraient, voilà, exactement. Qui diraient, moi je suis un maillot de 2016. Dis-moi avant, tu l'as gardé, mon Thunder 2013. Le chiffre. Pardon. Tu vois, voilà, KD aux Warriors. Ça fait du mal. DeMarcus Cousins aux Warriors, ça a déclenché pas mal le truc à l'époque, je m'en rappelle. Plein. Les Nets de Kevin Durant, encore lui, Kyrie, Harden. Là, les Suns de Kevin Durant, encore lui, avec Bill et Booker. Non mais voilà, le côté super team, c'est un truc un peu nouveau. Les trades, il y a beaucoup plus les grosses signatures d'agents libres. Ça, ce sont des évolutions qui sont du business, de la communication aussi parfois et tout, mais qui sont sous le grand angle pour moi de le maillot avant. Ça voulait dire quelque chose. Ah oui, non, mais avant, t'étais un joueur des Lakers des Celtics ou des Bulls, mais tu faisais pas les Lakers et les Celtics dans ta carrière. Il y en a eu quelques-uns, hein, mais
ça se faisait pas trop. Ça se faisait moins, ouais, tout à fait. Et quand tu étais un joueur étiqueté Utah Jazz, tu étais un joueur du Utah Jazz, quoi. Tu as quasiment plus maintenant, tu en as quelques-unes encore, mais on les compte sur les doigts d'une main. Les joueurs actuels qui n'ont pas bougé de franchise, il y a qui? Il y a Steph Curry. Il y a Steph, il y a Clay, il y a Clay, il y a Draymond. Tout à fait. Il y a Aslem qui vient de prendre sa retraite. Ouais. Il y a eu Bradley Beal qui était à Washington pendant longtemps et figurez-vous que c'était un gars qui était très longtemps chez lui. Et après, on va arriver dans la prochaine vague. Là, ça va être Tatum. Tatum, on verra. Yanis, on verra. Bien sûr, c'est en cours. Et dans les générations un peu récentes, d'il n'y a pas si longtemps, on a vu Tim Duncan, notamment, par exemple. Ah oui, Kobe, Dirk et tout. Dirk, Kobe, non mais tu vois. Non mais d'accord, mais même dans la génération d'il y a 10-15 ans, en fait, on commence déjà un peu à les compter vite fait, quoi, les mecs qui font toute le carrière. Donc, fidélité au maillot, quelque chose de très important. Et pour parler aussi du maillot, les couleurs, les City Edition, les machins qui font des choses assez belles, mais qui, je suis désolé, et là je vais faire très vieux con, mais j'assume, j'en ai rien à battre. Moi, quand ça joue en blanc à la maison et que ça joue en foncé à l'extérieur, je kiffe. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que ça arrive de moins en moins souvent. Et quand ça arrive, c'est bête, hein, mais je trouve que je profite mieux de mon match. Mais c'est tout à fait audible. Et de toute façon, on va faire tous ces détails-là quand on fera la tentative de réponse. Il y a plein d'éléments. Les Lakers ne jouent pas en noir à la maison. Déjà, les Lakers en noir. Voilà, merci, bonjour. Non, bien sûr. Mais tu vois, bien sûr. Je pense qu'il y a pas mal d'éléments là-dessus sur lesquels c'est très... Il y a évidemment une part de subjectivité. Là, toi, tu parles par exemple de ton ressenti avec des maillots. Moi, je le comprends totalement. Moi, quand j'ai fait mon listing oui, non. Parce que c'était ça notamment le truc quand on va faire la réponse, il y a du oui, du non. C'est du oui, du non. Et c'est, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a à la fois, je comprends les aspects, le jeu, changement de règles, marketing, etc. Tout à fait. Le maillot, les couleurs de maillot, pardon, mais c'est vraiment c'est pas un si gros critère pour moi. C'est un exemple de plus de ces évolutions liées au marketing que j'apprécie pas forcément toujours. Moi, là où j'ai scindé, il y a deux grosses catégories pour moi. C'est le parquet, ce qui se passe sur le parquet. Ouais, donc genre les règles, l'accélération du jeu, ce genre de choses, règles, tout ce qui est autour de ça. Donc à un moment où le match il démarre et c'est là que ça se passe, c'est ce qui concerne surtout les joueurs. D'accord, ouais. Et mon autre axe, c'est ce qu'il y a en dehors du parquet, c'est-à-dire les fans et les choses type maillot. Pour moi, le maillot, si tu veux, c'est un détail de fan qui n'impacte pas directement les joueurs, tu vois. Je l'ai juste scindé comme ça. Ce sont les deux grosses familles que j'ai voulu créer pour essayer de répondre oui. Donc en gros, c'est sur le terrain ou en dehors du terrain. Tout à fait. Moi, j'ai opéré comme ça et on pourra le faire notamment sur la tentative de grosse réponse. Le seul truc que je voulais rajouter par rapport à tout ce que tu as très bien dit là sur le contexte, c'est... Je sais pas, vous qui regardez cette vidéo ou qui l'écoutez, quel âge vous avez, mais... Tout le monde est sujet à cette question-là en fait. Un jour ou l'autre. Et c'est ça qui moi me passionne avec cette grosse question, c'est que tu peux te dire, non mon gars, j'ai 16 piges, j'ai 20 piges, j'ai 25 piges, j'ai 30 ans, jamais je vais, entre guillemets, être un boomer et avoir ces réflexions-là du type, mais les gars c'était mieux avant. Sauf qu'un jour tu te réveilles. Ça va tomber, t'inquiète. Tu te réveilles et tu commences à faire, non mais Et en fait, les gens actuellement par exemple qui embarquent dans la NBA, on en rigolait là tout à l'heure avant de démarrer l'émission, préparez-vous parce que dans 10 ans, en 2032 même déjà, il va y avoir sur un futur réseau social un montage de 2 minutes des jump shots ouverts de Josh Giddey et il y a des types qui vont débarquer et qui vont dire c'était ça votre spacing à l'époque, comme il y a aujourd'hui des montages de 2 minutes sur des adversaires de Jordan où on dit que c'est des plombiers, comme il va y avoir des gens qui vont regarder la carte de LeBron post-carrière et qui vont dire mon gars t'as affronté Paul Millsap et Isaiah Thomas lol. Et donc il y aura des gens pour lui répondre genre ouais mais toi tes ailiers d'aujourd'hui, nous à l'époque ils devaient jouer Kawhi Leonard, LeBron James, Giannis. Exactement, donc en fait tout à fait, donc moi c'est ça qui me passionne aussi, c'est que si vous pensez que vous n'êtes pas affecté par cette question, vous l'êtes, détrompez-vous. Vous allez vous la prendre en pleine gueule et en fait c'est ça qui est formidable, c'est que les émotions que tu crées et les souvenirs que tu crées par rapport à ta génération font que tu vas avoir cette attache et cette défense quasi vitale, tu vois, un petit peu primaire de ta génération et de ton ère, parce que sans que tu deviennes aveugle là-dessus et que tu commences à dire c'était trop bien, ad vitam aeternam, je veux rien savoir, mais t'es obligé d'accueillir les futurs fans et les nouveaux qui vont monter à bord du bateau basket et qui vont venir t'attaquer sur ta génération. Ça c'est sûr. Ça c'est impératif. Plus ça évolue, plus on aura des airs bien médiatisés qui dateront.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle des années 80, mais les années 80, c'était pas encore très bien médiatisé. Mais dans 20 ans, on parlera des années 2010. Pour le coup, on aura des images, on aura des stats, on aura tout. Donc on pourra encore plus, entre guillemets, comparer. Je dis pas que ça sera pertinent, je dis juste qu'on pourra encore plus le faire. Attends, vous avez qu'un plan caméra, vous, pendant tout le match? Et notamment, ça ramène aussi à une autre notion qu'on ramène souvent, qui est pas vraiment dans cette vidéo, mais juste pour faire un comparo. C'est un peu comme ce qu'on a... Parfois, il y a des gens, ils se font taxer de BasketX. Et ce qui est assez intéressant, c'est que de la même manière qu'un jour, probablement chacun d'entre nous, on sera amené à dire « Ah, quand même, c'était mieux avant, lol, pardon, mais excusez-moi, à l'époque, les gars, c'était quand même pas... Ils jouaient quand même d'autres joueurs et tout, gna 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 gna. » De la même manière, si tu démarres le basket aujourd'hui, t'es un peu un BasketX, c'est normal, tu connais peut-être même pas les règles, ou pas bien, ou pas tous les joueurs, ou quoi machin. Mais si t'es passionné et que tu rosses YouTube et que t'as Beansport ou un League Pass ou je sais pas quoi, et que tu commences à t'enfiler des matchs, dans 10 ans, tu t'y connaîtras, et tu verras des mecs arriver, entre guillemets, pour toi, ce seront des BasketX. Et ça, c'est un éternel recommencement. Mais bien sûr. Qui revient un peu aux côtés de c'était mieux avant. Mais bien sûr, on en a souvent parlé quand on vous a croisé en séance de dédicace. C'est marrant à chaque fois. Il y a des gens qui viennent nous voir et on dit bon alors, t'es fan de quelle équipe? Et il y en a qui disent, tu sais, en susurrant, genre les Warriors. Je fais mes frères, tu crois que les fans des Bulls dans les années 90, c'était en 2018 ça? Parce que c'était, ouais, tout à fait, c'était il y a longtemps. Mais c'est vrai que quand à chaque fois on les croise, Alex, on se dit genre, mais attends, mais gars, dans les années 90, les gens qui sont montés à bord du wagon Bulls ou dans les années 80, les Celtics et les Lakers, tu crois quoi? Que les mecs c'était des experts, les mecs et les meufs c'était des experts en basket? Non, ils sont montés eux aussi à bord d'un wagon. Il y a des gens qui ont rejoint les Spurs parce que c'était comme ça. Il y a des gens qui ont rejoint les Warriors. Et on va voir qui va rejoindre, j'en sais rien moi. Là, le par Thunder, exemple, le Thunder, il y a des gens qui vont passer pour des gros BasketX, les Wolves, ou bien les Nuggets, le Magic, qui sont formidables en ce moment. Et dans 15 ans, la vie d'Ouam, il y a quelqu'un qui va débarquer et qui va faire votre légende. Il préférait faire de l'équitation. Ouais. C'était quoi ce basket? Il ne savait même pas sauter et faire un Eurostep. Jamais. Tout à fait, parce que tu vois aussi des mecs là qui arrivent comme les Wemby et tout qui cassent le jeu et qui sont évidemment des anomalies. On va pas en avoir tous les Wemby, on a une anomalie. Voilà, pour l'instant il y en a qu'un. Tout à fait, sauf qu'on avait dit que des KD il y en avait qu'un et puis ensuite on a eu Yanis, puis après Yanis on a commencé à avoir Wemby, donc tu vois tu commences à avoir aussi bien sûr des freaks, des phénomènes avoir de bien plus en méchants. plus. Et donc en fait il y en a qui vont regarder Jokic et qui vont faire d'accord et passe no look. Lol. Super. Oh contre-attaque. Lol quoi. Merci Denver à l'altitude. Donc moi c'est tout ce que j'avais sur le contexte pour compléter ce que tu avais dit, c'est attention, vous allez tous être impactés par cette question forcément à un moment ou à un autre. Forcément. Donc on a beaucoup de choses qui bougent et donc à partir de là, maintenant on va pouvoir tenter de répondre ou comment c'est comment? Je suis trop chaud. Hein, on est chaud. Est-ce que c'était mieux avant? La NBA. Il y a des arguments pour le oui, donc le oui, c'est oui c'était mieux avant. Et le non, c'est un non. C'est mieux. C'est pas mieux avant, c'est mieux aujourd'hui. Tout à fait. On va répondre à ça tout de suite dans la grosse réponse. C'est l'heure. C'est l'heure de régler les choses, Alex, et de montrer face caméra si les choses étaient mieux avant ou si c'est mieux aujourd'hui. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir une réponse totalement binaire, genre oui ou non. On peut aussi dire qu'il y a certains... On peut aussi dire qu'il y a certains éléments qui très clairement sont meilleurs et sur d'autres, désolé, le débat est un peu plus on essaiera de faire un peu le bilan, l'addition à la fin pour voir s'il n'y a pas une tendance qui ressort quoi. Tout à fait. Qui se dessine. Comment est-ce que tu veux opérer? Est-ce qu'on fait d'abord les avocats du oui c'était mieux avant ou est-ce que tu veux faire par secteur, justement comme tu disais là par exemple avec les histoires de jeux et de règles? On peut le faire par secteur hein. Allez, on fait par secteur. On fait par secteur. Par exemple le jeu. Alors le jeu ou les règles? Ou ensemble? Vas-y, les règles si tu veux par exemple, si toi tu les as notées. Les règles c'est intéressant de commencer par là parce que c'est tricky. C'est-à-dire que clairement, moi, il y a des règles qui débarquent là et qui influent sur le jeu. Ce sont des règles qui rendent, à mon avis, la Ligue, la NBA, beaucoup plus soft. Donc ce sont des règles que j'appelle des règles d'aseptisation, notamment tout ce qu'on voit sur les fautes flagrantes, les fautes techniques distribuées et tout. Sur les fautes flagrantes, moi je trouve ça assez intéressant, l'amélioration qui a été qu'ils ont essayé d'apporter, le côté on cherche à savoir s'il y avait une intention ou si quand ça touche la tête et tout, on va chercher les ralentis. À mon sens, c'est compliqué c'est pas un cadeau qu'on a fait aux arbitres parce que c'est compliqué parce que c'est beaucoup lié à leur interprétation. C'est-à-dire que parfois même avec les ralentis, c'est pas si simple que ça de savoir si le gars il cherchait le ballon
Et effectivement, dans la continuité de son geste, il était trop court, il a un petit peu arraché l'épaule et ça a fait une chute dangereuse. Est-ce que vraiment il faut mettre une flagrante à ça? Parfois, c'est pas toujours évident d'évaluer l'intention du joueur. Mais dans l'idée, moi, je valide assez ce genre d'évolution. Et pourtant, les gens, ils le savent, hein, j'ai kiffé les Bad Boys de Détroit, les Knicks des années 90. Ils m'ont tous fait kiffer. Mais quand je revois les images et que je compare avec aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de voir des Bill Laimbeer, des Rodman qui découpent des gars, ou des Charles Oakley, ou des Xavier McDaniels, des gars comme ça qui découpaient les gars méchamment. Et on était en dehors, à mon avis, de ce qui est acceptable sur un terrain de basket et de sport. Donc ça, je trouve que c'est une évolution, celle-là, assez intéressante. Sur les fautes techniques, par contre, c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. Soyons clairs, là c'était mieux avant. C'est-à-dire qu'avant, on faisait pas les mijaurés, là, c'est ridicule. Les joueurs, faudrait surtout pas qu'ils se trash talk. Alors limite, bientôt, faut pas qu'ils se regardent droit dans les yeux. Le coup de là récemment de les mecs qui s'accrochent au cercle, on leur fout une technique. C'est ridicule. Moi, je peux trancher encore plus fort si tu veux là-dessus. Je comprends ton angle sur l'aspect vouloir chercher se rapprocher, en tout cas rapprocher le curseur d'une forme de vérité, parce qu'il y a une plus grosse attention qui est donnée, il y a des replays, etc. Moi, je trouve que par rapport à avant, aujourd'hui, c'est moins bien en termes de règles. On a rajouté trop de règles. Maintenant, le basket, il y a des matchs parfois où on ne sait pas si telle règle qui marchait sur tel match est apposée sur l'autre. Tu veux dire que ça change trop là? Ça change trop. Moi, j'aimerais qu'il y ait une réduction des règles plutôt qu'en rajouter tout le temps. On en rajoute en permanence. On en rajoute. Avant, on pouvait prendre le rebond offensif. Donc, du coup, maintenant, par rapport au rebond offensif, on avait laissé 24 secondes, on en laisse 14. Donc, du coup, il y a des meilleures possessions offensives. Donc, du coup, les gens sont vénères parce que les stats sont pas les mêmes, etc. Ce n'est qu'un détail. Mais ensuite, non, mais c'est un vrai détail important. Celui-là, ça influe vraiment sur le jeu. Tu as vu, moi, j'étais sur les règles qui cherchent à aseptiser. Les fautes techniques, j'en parle pas. Tu en as très bien parlé. Hashtag, c'est de la grosse merde. Donc, du coup, là-dessus, moi, je préférais largement laisser les émotions des joueurs s'exprimer. Je trouve qu'on passe un temps insensé, en tout cas pas nous, mais la NBA d'une manière générale et les fans, à discuter des fautes et de ce qui se passe. Et donc au niveau des règles, moi j'apprécie moins le basket aujourd'hui par rapport à des matchs où on laissait davantage le flow de la rencontre. Aujourd'hui, ça s'arrête énormément. Et donc, peut-être qu'on se rapproche plus d'une part de vérité, tout à fait. Mais il y avait aussi une part précédemment, je trouve, de flow de rencontre qui faisait que on n'interrompait pas tout pour avoir une review parce que tu avais le challenge du coach. Donc toi, c'est les reviews qui cassent trop le rythme. Je comprends. Non, mais un exemple quoi. C'est un exemple, c'est les reviews. Un autre exemple, c'est qu'en fait, dans les fins de match, du coup, oui, on veut se rapprocher de la vérité et c'est formidable. Mais du coup, il y a des interprétations même de est-ce que la balle était au-dessus du cylindre. Mon gars, c'est du basketball. Du basketball aussi, parfois, c'est des choses qui sont imprévisibles et qu'on ne peut pas totalement parfaitement trancher. Je suis d'accord. Pour aller dans ton sens, et pour tout le coup, là, on a déjà fait des vidéos, entre guillemets, qui traitaient un peu du sujet, notamment quand on s'intéresse à la défense ou quand on s'intéresse à l'attaque versus la défense et tout. Je pense aussi qu'au-delà des règles qui cherchent à aseptiser le jeu, qui dans l'ensemble me gavent, l'aseptisation dans l'ensemble, moi, ça me gave. En revanche, je trouve ça bien d'essayer de protéger les joueurs. Bien sûr. C'est bien. Donc, éviter qu'il y ait trop des grosses fautes et tout, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que peut-être qu'on oblige trop, pour aller dans ton sens, on oblige trop les arbitres à forcément siffler. Ça manque de no call, en fait. Et le mot-clé, c'est no call. Et en fait, tout à fait. Et ça... Et là, je pense que je vais me faire plein de nouveaux amis parmi des gens avec qui j'ai eu des débats pourtant bien échaudés récemment. Bien sûr. C'est que ça désavantage clairement la défense. Et d'ailleurs, ils sont déjà en train de s'en rendre compte, mais la clé, elle est là. Au-delà même des règles, ça manque de no call. Et tout à fait. Et donc, c'est pour ça que ça mène à un exemple tout simple. On peut avoir un débat, si vous voulez, un jour, sur les plus grandes actions de l'histoire du basket. Compte de LeBron, machin truc, shoot de Kyrie, etc. Tu reprends le shoot de Jordan à Utah. Ah, oui. Il y a faute. Non mais non, je déconne. Tu reprends les gens, ils ont coupé la vidéo. Cette action, elle est aussi symbolique et légendaire parce qu'on n'a pas commencé à vouloir savoir s'il y avait eu 14 reviews, s'il y avait faute offensive ou défensive ou s'il y avait poussette ou pas poussette. Les légendes qui accompagnent aussi les grandes actions et le flot des grandes rencontres, comme on l'a tout le temps vécu dans le basket et dans beaucoup de sports, c'est lorsqu'il n'y a pas d'intervention arbitrale. C'est parce que parfois, les choses se passent. Et donc, tout le mystique qu'il peut y avoir autour de grandes actions comme celle de Jordan, c'est qu'à un moment, il y a no call. C'est on laisse la chose se dérouler et c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on aurait dû dire quoi? Ah, attention, on va faire un review pour voir s'il a tapé la main de Karl Malone sur l'interception. Non, en fait, mon gars. C'est comme ça. Et des situations
comme celle-ci, il y en a de plus en plus et je trouve qu'on saccade les choses et qu'on essaye trop de savoir si c'était vrai ou pas vrai, alors que le sport et les sportifs, par définition, ne sont pas parfaits. Et il ne faut pas forcément chercher la perfection. Parfois, c'est l'événement qui dicte. Avec des erreurs d'arbitre, avec des erreurs de joueurs, avec des détails sur lesquels tu reviens en 4K le lendemain, tu vois. Mais je trouve que sur les règles, trop... Mort n'est pas égal à better. Est-ce qu'il faudrait supprimer le last 2 minute report alors pour toi? Tu sais, le truc qui arrive le lendemain où les arbitres font ah ouais, bah désolé les Kings, on s'est trompé, vous auriez dû gagner. J'allais y venir à Sacramento. Non, parce que par exemple, d'avoir une meilleure vigilance permet aussi de ne pas avoir des arbitres qui ont fait n'importe quoi comme on a pu voir au début des années 2000. Donc moi, je tiens à garder certains éléments comme cela. D'ailleurs, tu me poses la question, ça va dans le sens de quand on a fait la grosse question sur les arbitrages. Moi, je souhaite qu'il y ait un 2 minute report, je souhaite qu'il y ait un 48 minutes report pour qu'on puisse avoir justement des arbitres qui reviennent sur ce qui s'est passé et se disent on a été noté et on voit ce que ça donne. Donc non, moi je conserverai. Mais sur les règles, moi je te suis, j'ai l'impression que il y a trop d'aseptisation. Aseptisation, franchement, ça c'est un vrai sujet. Et on veut trop que les joueurs soient des robots avant. Franchement, désolé là-dessus. Sur les règles au global du jeu, moi je reviendrais bien à un peu plus de no-call, même si par contre il y a quand même des règles. Moi tu vois les 14 secondes sur rebond offensif, moi je valide ça. Oui, ça me va. Moi je valide ça. Ça me dérange pas du tout. Le hand-check alors le hand-check, faut toujours le mettre en perspective avec la défense illégale. Tout à fait. Parce que ça va un peu ensemble quand même. Moi j'aimerais beaucoup que les joueurs offensifs d'aujourd'hui aient un peu plus de résistance défensive parce que comme tu l'as bien dit, parfois c'est un métier de kamikaze d'aller défendre sur certains gars. Je suis d'accord, mais du coup tu gardes quand même la possibilité plus de prise à deux et tout. C'est-à-dire que tu rajoutes, tu reviens pas complètement en arrière, tu remets la possibilité de hand check par exemple, mais tu remets pas complètement le contexte de défense illégale. Tu permets, on voit bien de plus en plus en NBA sur des séquences courtes, mais tu as des coachs qui commencent à te caler de la zone. On a des doubles, voire triples prises qui sont jouées de manière complètement différente, puisque maintenant l'ennemi, c'est le spacing, c'est le shooter que tu laisses à l'opposé, c'est le 3 points que tu risques de prendre parce que Embiid a la balle au poste. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ou parce que Giannis est en train d'arriver et qu'il faut être plusieurs, parce qu'à 1 contre 1, Giannis, c'est quand même un joueur compliqué à jouer. Tu mets du hand-check, pourquoi pas? Je te donne un autre terme. Moi, je suis pas sûr pour le hand-check. Je pense que c'est plus, moi, au moment des contacts, au moment des contacts globaux, quand il y a un joueur en l'air, je trouve que là, la NBA tâtonne beaucoup trop depuis pas mal d'années. Ça manque de no-call. Ça manque aussi... Maintenant que les mecs arrivent lancés à toute blinde et tout, qu'il y a beaucoup de joueurs qui en fait, entre guillemets, savent pas vraiment bien défendre et qui vont se mettre juste dans la course, et ça va chercher le passage en force un peu au dernier moment, quitte à être borderline. Moi, je pense que ces joueurs-là doivent être un peu plus saqués. Que désolé, c'est un play dangereux en fait celui-là. S'il est fait vraiment trop tard, c'est un play dangereux. Ce qui mène d'ailleurs à une évolution dans le cadre de la NBA, parce que c'est lié à l'internationalisation, on va pas se mentir, l'art du flopping, l'art de la simulation, l'art de jouer sur certaines petites limites est une influence européenne, internationale, dans le jeu américain. Oui, les prémices du flopping, c'est les Vlad Divac, c'est les premiers gars qui sont arrivés et qui ont dit on va essayer de vendre un petit peu certains calls et qui sont devenus les arts en la matière, c'est les Manu Ginobili, il y a eu du Vlad Divac, il y a eu d'autres garçons, c'est pas que quelque chose que d'européens. Aujourd'hui, tu regardes des mecs qui sont devenus des Kyle Lowry, Marcus Smart, Chris Paul, Marcus Smart qui sont devenus. Mais la première influence pour moi, elle est européenne. J'apprécie le fait que ce soit un art qui permette parfois de faire basculer des rencontres, mais j'allais te poser la question sur le flopping par exemple. Est-ce que c'est un peu n'importe quoi parce que maintenant c'est en fonction de la tête du client et t'as 20 000 $, tu sais, parfois il y a 20 000 $ d'amende pour un gars, on sait pas s'il a floppé en fait, même LeBron il floppe, même KD il floppe, tout le monde floppe, et donc est-ce que là-dessus on laisse un petit peu trop les attaquants faire ce qu'ils veulent et t'es obligé à en revenir à du flopping pour essayer de gagner un avantage défensif, tu vois? Alors il y a de ça, mais si tu regardes bien ce qui se passait du coup avant, tout à l'heure j'ai fait allusion aux Pistons, aux Bad Boys les années 80, ça mettait des coups et c'était des champions du flopping. Genre Bill Laimbeer, tout à fait, 2m12, 110 kilos, ça met ses coudes dans les trucs, tu lui fais ça sur un truc, le mec va faire oh putain la vache monsieur l'arbitre. Bien sûr. Donc oui, il y a de l'influence internationale européenne et tout, mais tu avais déjà ça, c'est une propension, je pense que quelles que soient les règles,
il y aura toujours une propension dans le sport de haut niveau et même en départemental à vouloir un peu essayer de vicier et de gratter, et si l'arbitre d'utiliser le côté un peu l'arbitre ne reste qu'un humain à la fin et il peut faire quelques erreurs, essayer de pousser l'arbitre dans ses retranchements. Donc moi ça je le mettrais dans une autre discussion. Donc attends, les règles, on fait quoi? Aseptisation, c'est chiant, c'était mieux avant. T'es d'accord là-dessus? Et les règles au global, toi tu dirais c'était mieux avant? Moi je trouve qu'on est en train de compliquer le jeu plus qu'il ne l'est, et le jeu de basketball est magnifique. Allez, tu sais quoi, je suis d'accord. Alors les règles, le côté règles et tout, c'était mieux avant. Au global, si on devait placer le curseur, je trouve que ce serait un peu mieux avant. Que c'était un peu mieux avant. Ok. Donc ça c'est dans le oui. Dans le oui, c'était mieux avant. Oui. Qu'est-ce qu'on a comme autre angle? Le jeu en lui-même. En dehors des règles. Bon, je pense que ça va être assez rapide. C'est mieux aujourd'hui. Qualité technique Pardon, les gars. et physique du jeu, je parle bien de qualité, pas le jeu physique, mais la qualité athlétique et technique n'a jamais été aussi belle et développée, tout poste confondu. Mais oui, bien sûr. Ça, là-dessus, et venez pas me dire, oui, il y avait des skills au poste et tout. Aujourd'hui, il y a des mecs qui ont des skills au poste de ouf. Regardez Nikola Jokic ou Joel Embiid. C'est juste que la globalité du jeu fait qu'on les voit moins souvent les utiliser. Mais ça, c'est plus un truc tactico global. Ouais. Mais techniquement, pardon, mais ça n'a rien à voir. J'ai juste un angle sur lequel... C'est pas le même sport. On est d'accord. Je pense que là-dessus, c'est clairement mieux aujourd'hui. J'ai juste un angle sur lequel je voulais t'interroger. Je m'étais noté, quid des spécialistes? Il y a eu par le passé, et je voulais savoir avec toi comment est-ce que tu as pensé, est-ce que les gens en pensent sur le côté vraiment spécialiste pur, c'est qu'on a des stars, des franchise players et tout, mais on a eu des gars qui étaient spécialisés dans un domaine spécifique dans les années 2000, 80, 90 et qui ne pourraient pas avoir leur place aujourd'hui de par l'évolution du jeu. C'est-à-dire qu'un Zach Randolph, on sait quel était son registre de jeu, il jouait comme ça. Et aujourd'hui, il ne pourrait pas s'adapter parce qu'il a un jeu... Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué. Peut-être, ouais. Il y avait des, entre guillemets, des Kobe Stopper, des Shaq Stopper, des Jordan Stopper, etc. Ouais. Donc des types qui n'avaient pas forcément cette polyvalence, puisque l'ère moderne, c'est l'ère de la polyvalence. Ouais. On avait un peu plus de spécialistes purs, mais moins polyvalents, parce qu'aujourd'hui, il faut que tu sois 3&D. Il faut que tu sois ball handler et en même temps organisateur. Donc, je pense qu'on est totalement d'accord sur... jeu de meilleure qualité technique et physique, mais quid de certains spécialistes? Est-ce que tu penses qu'il y en a toujours autant ou est-ce que c'était mieux avant? Je pense qu'il y a toujours autant de spécialistes, c'est juste que les spécialités sont différentes. Pour moi, 3&D, c'est une spécialité. Tu as même aujourd'hui, dans la NBA actuelle, tu as même quelques joueurs qui grattent leur place, qui tiennent leur place, c'est ce que j'appelle des 3. Voilà. Genre, je sais pas moi, Buddy Hield. Voilà, Buddy Hield, il shoot trop bien. En défense, c'est compliqué. Tenir la balle, je dis pas qu'il peut pas le faire. La création derrière un écran, c'est compliqué. C'est quand même pas ouf. Bien sûr. Tu vois, genre, il est un athlète, mais c'est pas non plus un truc de fou furieux. Enfin, tu vois, ce genre de joueur, il y a encore du spécialiste. On a aussi de l'intérieur. Il y en avait déjà comme ça avant, mais il y en a aussi encore aujourd'hui qui... Rebond contre, ça fait pas grand chose d'autre. Ça fait rebond contre et puis on essaie de les servir en lob and catch. Voilà, mais tu vois, et ces joueurs ont leur place en NBA, c'est pas le sujet. Ça reste des spécialistes. Et après, en fait, le truc, c'est que les superstars, avant, c'était déjà des gros joueurs très polyvalents. Ouais. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, je pense. C'est la vraie différence. Et qui nous donne la sensation qu'il y a moins de spécialistes. Mais c'est surtout parce qu'ils ont moins de place, les spécialistes. Parce que pourquoi prendre un spécialiste quand en fait tu peux avoir Paul George? Pourquoi te faire chier? Il shoot bien, il défend, il peut faire ci, il peut tenir la balle, machin. C'est ce que je dis, pourquoi te faire chier à mettre des spécialistes autour de Kawhi Leonard quand tu peux avoir Paul George et James Harden? Tout à fait. Tu vois, bien sûr, c'est l'ère de la polyvalence. Ouais. T'es obligé d'avoir de plus en plus. Et c'est ce qu'on va voir avec Victor Wembanyama, qui te donne l'impression que toutes les catégories du basketteur peuvent être boostées à 99. Ouais. Je schématise, mais il y a un petit peu de ça. Il fut un temps où les grands se sont mis à vraiment beaucoup shooter. Ouais. Mid-range, de loin, de 3 points et tout. C'était un peu rare. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelques rim runners pivots encore vraiment bien focus, défense, protection de cercle, rebond et tout. Et les autres, s'ils savent pas shooter, ils n'ont pas leur place presque. Oui. Tu vois ? Sur le jeu, moi j'ai d'autres angles sur lesquels t'interroger et les gens aussi. On en avait parlé dans une grosse question au début de saison et ça a même été un gros sujet sur les réseaux sociaux en début de saison. C'est tout à 3 points. Dans le sens, aujourd'hui, il faut absolument tirer à 3 points, tirer à 3 points, tirer à 3 points. Et donc, du coup, certains matchs deviennent des concours de tir à 3 points. Ça, c'est un sujet, c'est un souci. Et ça,
je voulais juste interroger là-dessus parce que moi, je me suis noté dans l'entre-deux de avant meilleur jeu de in and out, jeu au poste, circulation de balles, trouver le joueur démarqué et sanctionné. Aujourd'hui, contre-attaque, les 2 pieds derrière la ligne, 3 points. Je schématise, mais il y a un peu de ça. Non, mais t'as raison, c'est assez énervant. Ce qui est quand même cool, c'est que quand tu regardes à la fin quelles sont les meilleures équipes et comment elles jouent, l'année dernière, la finale NBA, c'était pas du tout les 2 meilleures équipes à 3 points de la ligue. Ça avait shooté, attention, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais par exemple, les Nuggets, champions NBA, sont basés sur un jeu où finalement le volume de 3 points est beaucoup plus gros que dans les années 90, évidemment. Mais à l'échelle d'aujourd'hui, c'est pas du tout une des équipes qui prend le plus de 3 points. Ils s'en servent, ils ont des joueurs qui savent le faire, mais par l'intermédiaire de joueurs comme Aaron Gordon, qui est un très bon joueur sans ballon et tout, de Jokic, sa qualité à la passe. Du coup, on se retrouve avec du in and out. On se retrouve avec du out and in. Du out and in. On a du mid-range. Jamal Murray, il aime bien. Tout à fait. Miami, Jimmy Butler, c'est le boss du mid-range. Enfin, l'un des boss du mid-range. Bam aussi. De rien. Bam aussi. Après, ils ont des Tyler Hero, des gars comme ça qui aiment bien shooter à distance et tout. Mais Miami a quand même une stratégie offensive qui est quand même pas tant basée que ça sur le 3 points. Il y a du 3 points, mais les 2 stars de l'équipe sont pas vraiment des spécialistes du shoot de loin. Non, mais c'est pour ça que je voulais te poser la question, parce qu'à la fois c'est très vrai sur cet exemple de l'année dernière, et en même temps on peut pas nier qu'il y a l'impact de l'ère Curry Warriors, et qu'on on avait eu des débats, tu sais, sur Lamelo Ball qui était au lycée et qui pull up du milieu de terrain. On se disait vers où le jeu va, tu sais. Parce que c'est le côté qui brille. Mais les Warriors, quand tu regardes les Warriors champions, alors évidemment que ça shoot à 3 points, Klay Thompson qui prend feu, Steph qui est capable d'en mettre plein également, mais Steph c'est un mec qui drive aussi. Bien sûr. C'est un mec qui joue sans ballon, qui se retrouve dans des petits mid-range. En fait, c'est les dérives. C'est les dérives. Draymond Green amène un style de jeu très différent là-dedans. À l'époque, il y a eu du Iguodala, des joueurs qui... Les Warriors ont aussi travailler une très grosse défense et tout. Oui, tout à fait. Moi, ce que je voulais juste dire sur Golden State, c'est tu as raison de les mentionner, mais eux, c'est l'excellence. Je peux pas les prendre comme exemple. C'est-à-dire qu'eux, ils sont isolés parce que c'est une des 30 équipes et ça a été le sommet de ce qu'on pouvait avoir. Par contre, il y avait 29 autres équipes. Et combien on a vu aussi d'équipes et des matchs qu'on voit aujourd'hui où parfois tu regardes des séquences de jeu et tu te dis, mais en fait, il n'y a même pas eu d'installation de jeu. Je suis d'accord. Dès que tu arrives à milieu du terrain, en fait, ton meneur, il pull up, le pivot n'a pas eu le temps de s'installer, les ailiers n'ont pas eu le temps d'être là. Ok, 3 points valent plus que 2, mais si tu as jack up une grosse brique, et ta possession, elle est nulle. Elle est nulle et c'est du basket de merde. Et ce que je voulais dire juste par là, c'est que oui, il y a trop de ça, mais ce qui me fait quand même plaisir et qui me rassure, c'est que c'est pas ce basket-là qui gagne. Tout à fait. À la fin. À la fin, non. Voir ce basket-là, il est même pas en finale de conf parfois. Y a eu les Celtics shootent beaucoup à 3 points, mais ils savent aussi trouver d'autres choses. Bien sûr. L'année dernière, on avait Denver Lakers. Les Lakers, c'était pas non plus des mecs qui artillaient de tant que ça à 3 points. Et ce sont les Rockets de Harden, d'Anthony et tout qui ont échoué proche d'eux et qui commençaient à artiller dans tous les sens et qui sont morts avec les 3 points. Donc c'était juste là-dessus que je voulais t'interroger, parce qu'à la fois on est alignés tous les deux sur la qualité technique pure et technique, et même la variété de styles de jeu qu'il peut y avoir. Tu parlais de Denver, il y a des équipes qui jouent comme les Wolves, comme j'en sais rien, tu as des ultra small ball. C'est intéressant comme point, j'aime bien, parce que regarde aujourd'hui, les meilleurs joueurs de la ligue, c'est qui? Jokic. T'as de tout. Donc Jokic, il prend des 3 points, mais c'est pas tu vas pas le qualifier son jeu d'attaque en commençant par les 3 points. Non, mais t'as Luka. Doncic, tu pourrais. Tu pourrais, tout à fait. Steph, tu pourrais. Shai Gilgeous-Alexander. Non, pas tant que ça. Non, tout à fait. Anthony Edwards, un peu, mais pas non plus. Il fait vraiment valoir d'autres choses. Bien sûr. Et d'ailleurs, Anthony Edwards, très bon exemple. Quand il commence à trop vouloir pull-up à 3, il est tellement moins dangereux et tellement moins efficace que quand il essaye de driver ou de trouver du mid-range ou de faire son petit fade-away et tout. Bien sûr. Les plus grands joueurs, quand on a fait et on refera des mises à jour et tout, mais quand tu fais un top 100 all-time et que tu arrives dans le top 20, en fait, et on verra combien on en intègre. Faut en intégrer, bien sûr. Mais les joueurs... mais Steph est une exception. Steph est un peu une exception avec KD. Parce que même KD, il prend du 3 points, mais il y a du mid-range à fond. Non, tout à fait. Mais sur le jeu, en tout cas, là on a parlé des règles, sur le jeu en lui-même, je pense que individuellement c'est mieux. Moi, la seule interrogation que je m'étais mis, et c'était un peu notamment dans ma conclu, ça prend trop de 3 points, moi je préfère aujourd'hui. C'est si individuellement c'est mieux, est-ce que collectivement le basket est de meilleure qualité qu'avant? Moi, je laisse les gens répondre. Oui, bon, moi je dirais quand même que oui. Je dirais aussi que oui.
parce qu'il y a un meilleur travail de scouting, il y a des meilleurs ajustements défensifs, il y a un peu moins de si ça se passe comme ça et que ce joueur n'est pas bon, il n'y a pas d'ajustement. Vraiment, les jeux d'échecs entre coachs sont hyper passionnants. Quand même. Donc moi je dirais que ça joue globalement mieux aujourd'hui. Ça, franchement. Est-ce que c'était mieux avant au niveau du jeu? Eh ben non. Boum. Voilà. Mais en tout cas individuellement, on peut dire qu'en tout cas, oui, les basketteurs sont meilleurs que avant quand même. Donc oui. Techniquement et physiquement, mais même c'est. Ils sont meilleurs. Ils ont un meilleur confort, des meilleures infrastructures, un meilleur entourage médical. Souvent, le scouting aussi est meilleur quand même s'il y a toujours des erreurs en scouting. Du coup, on voit bien, il y a de plus en plus de carrières assez longues, plus longues qu'avant. Conditions de travail fois 8000, oui. Il y avait des carrières longues avant, mais là, maintenant, il y en a vraiment de plus en plus. Maintenant, une carrière NBA... Faudrait regarder, c'est ça que j'aurais dû chercher avant cette émission, j'ai pas pensé, je vais le faire après, je mettrai le lien. La durée moyenne d'une carrière dans les années 90 et la durée moyenne d'une carrière aujourd'hui. Sur toute la NBA. Faudra prendre plein d'éléments. Ouais, mais bon, t'avais une trentaine. Les années 90, t'es assez vite arrivé à 28-30 équipes avec une quinzaine de joueurs. Donc tu dois pouvoir faire des moyennes qui ressemblent à quelque chose. Oui, non, bien sûr. Qui dit jeu, dit, juste pour finir, dernier angle là-dessus, moi j'avais la formation. C'est-à-dire, on peut aussi s'interroger. Moi, je sais que par exemple, aux États-Unis, tu leur demandes aujourd'hui, est-ce que c'était mieux avant? Quand tu vois les débats qu'il y a et les insultes qui sont proférées sur le système AAU, le circuit NCAA, sur la formation, versus ce qui se passe aujourd'hui en termes d'internationalisation du jeu, donc la qualité à laquelle arrive un Luka ou un Wemby ou d'autres garçons comme ça en NBA est quand même énorme. Par rapport aux universitaires américains, par exemple? Par rapport à des gars universitaires américains où c'est pas que la NBA tâtonne, mais il y a beaucoup de questions sacro-saintes américaines on a toujours des formidables athlètes, on a des gars techniques très très forts. Le travail des fondamentaux. Mais attention. Moi je suis assez... Franchement, en tout cas actuellement... Je pense que la formation américaine a chuté, mais que la formation mondiale du basket a explosé. Je pense qu'il y a aussi... Alors il y a la formation mondiale du basket, il y a aussi le fait qu'avant, il y avait beaucoup moins de basketteurs non américains. Donc maintenant qu'il y en a c'est un quart. C'est un quart des NBAers, un bon quart. C'est un quart. Des NBAers qui sont non américains. Et donc forcément ça fait un échantillon beaucoup plus gros pour juger, mais ça reste un échantillon qui ne représente que un quart des joueurs de la NBA. Ça veut dire que tu as 3 quarts qui viennent du système américain. Universitaire, NCAA par exemple, ou G-League. On a vu notamment la G-League, on a dit c'est pas mal, ils jouent contre des gars, ils jouent pas contre des petits jeunes et tout machin. On a vu aussi les limites de la formation de G-League aussi. Bien sûr. Est-ce qu'ils sont tellement plus prêts à la NBA que les mecs qui arrivent de NCAA? Je pense que ça c'est une vraie discussion. Sur la formation, je pense quand même que avant, comme il y avait moins de médias, qu'on était moins en train de regarder Stephen Curry ou Damian Lillard ou je sais pas qui chutait du milieu du terrain et tout, les éducateurs, les coachs et tout avaient plus d'emprise et pouvaient mieux former et mieux inculquer les grandes règles des fondamentaux du basket à des jeunes. Clairement, je pense que c'était mieux avant. Sortez-nous 3 coachs universitaires actuels qui ont ne serait-ce que le même statut qu'ont pu avoir des même avant Roy Williams, enfin des gars vraiment qui étaient dans les grosses universités, Dean Smith évidemment, ou John Wooden, enfin tu vois, je veux dire, il y a des gars qui sont des cracks absolus, coach Thompson et tout, donc quand tu vois comment Allen Iverson en Hall of Fame parle de coach Thompson, c'est quand même assez énorme. Pour finir sur le jeu, moi j'avais une dernière question très simple à te poser avant qu'on parle par exemple de nous, comment on consomme la NBA, mais en termes de plaisir et d'émotion et de vraiment à quel point tu kiffes, tu prends plus de plaisir à regarder la NBA aujourd'hui qu'avant? En termes de jeu et de ce que je regarde, disons que en fait, déjà j'en regarde plus. Pour des raisons professionnelles, mais aussi pour des raisons de facilité à regarder. Bien sûr, on va en parler. Alors évidemment, dans les années 90, fin 80-90, on regardait presque que la crème. Je dis pas que c'était pas possible de voir les autres matchs, mais en fait c'était quand même beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, limite, on peut presque plus voir des matchs de saison régulière des années 90 aujourd'hui, avec tout
tous les trucs qui ressortent et tout, qu'à l'époque on pouvait le faire avec les chaînes de télé françaises. Donc on voyait plus que la crème. Donc on voyait pas les matchs pourris de régulière comme aujourd'hui. De temps en temps tu te mets devant un... Bah, je me mets pas, mais des gens se mettent devant un Charlotte-Détroit et font putain, c'est quoi? C'est du basket? C'est quoi? C'est comment? Enfin, tu vois, genre, fait chier et tout, il manque trop de joueurs. Oh là là, il arrête pas de jack-up du milieu du terrain et tout, ça me saoule. Basket de merde. Mais quand tu tombes sur un gros affrontement cette saison, genre un Celtics-Denver tout serré, même là, plus récemment, je sais pas, un Phoenix-Denver, un Lakers-Denver, je mets beaucoup Denver, mais je peux aussi te mettre un Minnesota Thunder ou un qu'est-ce que cette année, par exemple, je prends beaucoup de plaisir à regarder. Ouais, les Cavs, les Knicks, le début de saison des Sixers, qui avait lâché Harden et tout. Donc, évidemment, sur la masse de matchs qu'on peut voir, je pense qu'il y a plus de matchs un peu plus déchets, parce qu'on en voit beaucoup plus. Mais concrètement, ah ouais, moi je préfère aujourd'hui. Ouais, je préfère aujourd'hui. Maintenant, c'est plus dur à juger parce que mais je préfère aujourd'hui. Non, faut pas, on va pas tourner autour du pot. Moi, je préfère aujourd'hui. Je te rejoins là-dessus. Je préfère aujourd'hui. On en reparlera dans la conclusion, mais je préfère regarder aujourd'hui avec notamment ce que sont capables de faire les plus grandes stars. C'était pas mieux avant à ce niveau-là. Non, c'est mieux aujourd'hui. Très clairement. Les autres aspects, est-ce que tu en as d'autres au-delà du jeu et des règles? Oui, il y a un aspect dont on a parlé dans le gros contexte et qui, pour moi, était bien mieux avant. C'est un truc, peut-être que là, pour le coup, je suis trop un romantique ou je sais pas comment tu qualifies ça, mais justement, ouais, le romantisme dans le sport, toutes les émotions que ça procure. On est trop dans la perf aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'était beaucoup mieux avant. Il y avait les perfs, fallait gagner et tout, machin, évidemment. Mais il y avait un vrai truc, Est contre Ouest, Knicks contre Bulls, Knicks contre le reste du monde, Knicks contre Reggie Miller, Lakers contre tout le monde, fallait fumer Jordan, après fallait fumer Shaq. Shaq, il a pas mal changé de franchise, clairement, c'est clair. N'empêche que on avait plus de symboles comme ça, plus d'amour du maillot. Exemple tout con, tiens, regarde, je vais te prendre un exemple tout con. Le All-Star Game, c'était un vrai match de basket. Ouais, je l'avais noté. Bah ouais, et ça c'est dû aussi au fait que, vers la fin des années 90, Tim Duncan, il arrivait au All-Star Game, il dit ça va Kevin Garnett, comment tu vas bien? Alors on a qui? Ah bah dis donc, on a mais même pas d'ailleurs, excuse-moi, on a Jay Kidd. Mais même pas, les mecs se checkaient à peine. Il y a aussi un niveau de fraternité entre potes et d'amitié que beaucoup pointent du doigt aussi, parce que on peut apprécier les faits que les mecs s'entendent bien et tout, mais la fraternisation entre ennemis jurés du basket, il y a des types, des anciens qui voient Draymond et LeBron prendre des verres ensemble, et ils se disent mais c'est quoi ce bordel? Bon, alors attends, parce que moi c'est pas ça que je voulais. Ah mais tout à fait, je suis obligé de dire, parce que tu dis qu'entre KD, entre Duncan et Garnett, ils sont de l'Ouest tous les deux. Et ils arrivent pour le All-Star Game, et ils sont de l'Ouest tous les deux. Et ils regardent en face à l'Est. Donc c'était quoi la raquette de l'Est plus ou moins dans ces années-là? Mourning et Dike Mutombo. Voilà, il n'y a rien d'autre là. Si. Voilà, bon bref, ils voient les mecs de l'Est, ils ont envie de les fumer. Le All-Star Game, je sais pas, par exemple, prenons 2001 par exemple, c'est serré, ça se bat. Iverson, il a envie de le gagner. Il a envie que l'Est gagne. Iverson, c'est un joueur de l'Est. Il a grandi, c'est où qu'il a grandi? Baltimore. Virginie. En Virginie et tout. Après, il a joué à Philadelphie. Enfin, si tu veux, il a joué entre guillemets au club du coin. Tout à fait. Je schématise un peu. Michael Jordan, c'est un joueur de l'Est. Tout à fait. Ah mais moi tu sais ce que j'en pense. Non mais Larry Bird, bah voilà, il est affilié, alors Boston évidemment, mais même après c'est Indiana, donc c'est l'Est. Et tu prends, quand tu penses à Hakeem Olajuwon, même s'il a fini vite fait aux Raptors, tu penses quand même Rockets et West. Et tu penses aux batailles avec David Robinson et avec Karl Malone potentiellement à l'intérieur, parce que c'était chaud. Et c'était la bataille Spurs-Rockets, c'était pas une bataille Raptors, je sais pas quoi. Non mais... Et moi ça là-dessus je suis d'accord. Moi là-dessus, en fait je pense que ça manque. Et la sceptisation joue à ça, le pognon aussi, c'est-à-dire que les mecs ils changent pour gagner plus de pognon, ils sont agents libres, ils ont obtenu plus de droits. Alors on va pas non plus que se plaindre, c'est que c'est aussi des évolutions qui donnent plus de droits, plus de possibilités à des joueurs qui sont
des salariés de la NBA et tout, donc moi ça je comprends, mais je trouve que du coup ça devient un peu galvaudé. Et pour en revenir à ce que tu disais, oui moi aussi hein, LeBron et Draymond Green qui se font des mamours, ça me gave à mort. Mais bisous aussi avec les arbitres, hein. Ça c'est un autre. Avec les arbitres, mais à l'époque on a vu Bird et Magic nanana, ils ont fini par devenir potes, donc moi oui mais c'est une exception ça. Mais Xavier McDaniel, Maxwell. Oui. Non, c'est pas Maxwell. Vernon Maxwell, tout à fait. Oui. On est en 2024, il continue à cracher sur l'Utah Jazz. Mais c'est Vernon Maxwell. Mais il est drôle. Oui, mais il y en avait d'autres comme ça, il est drôle. Oui, mais attends, il y en a d'autres, mais regarde, attends, je vais aller au bout de mon truc. LeBron et Draymond Green sont en fin de carrière, t'es d'accord? Oui. Bah, pas LeBron, mais Draymond Green, il est en fin de carrière. Ouais. Tu vois. Et donc, ils se sont livrés des grandes batailles, mine de rien, les deux. Ouais. C'est vrai, hein. Ouais. Suspension, machin, Warriors, Cave, tout ça, t'es d'accord? Ouais. Et donc, à l'issue de ces batailles, où par médias interposés, suspension et tout, ils s'en sont mis pas mal plein la gueule sur le terrain et tout ça. Oui. Il y a du respect qui s'installe et ça commence à se faire des mamours. Ça me gave, mais c'est un concept que je comprends. Moi, ce qui me dérange plus, c'est chez les jeunes, là. C'est chez les plus jeunes. Moi, ça me dérange. Genre, limite, parfois, tu vois, autant il m'énerve, et autant, par contre, j'aime bien Devin Booker pour ça. Oui, Devin Booker, il n'est pas là pour se faire des potes. Non, mais tout à fait. C'est Yanis qui est pareil, qui a dit moi, Luka je fais aucun workout. Il n'est pas là pour se faire des potes non plus. Et ça, j'aime bien. J'aime moins la mentalité un peu plus softie de certains autres joueurs qui veulent pas trop dire du mal, gna 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 et tout. C'est ce qui vient de la formation notamment et du circuit qu'il y avait notamment et qui a évolué à AU, où les joueurs sont de plus en plus jeunes ensemble, donc ils ont été copains. Donc du coup, on va passer ensemble les vacances sur le banana boat. Et donc c'est comme ça. Moi, j'avoue que les trucs comme ça, je comprends que ce soit rigolo, mais ça peut sonner vieux con pour certains, mais j'avoue que quand Yanis débarque et dit pourquoi je vais faire un workout avec vous les gars, je suis là pour vous taper, je suis là pour vous taper, pour vous fumer, c'est comme ça. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que pour parler des joueurs, vu que tu en parles maintenant, en termes d'approche, je trouve que je suis très content d'avoir des gars comme par exemple Westbrook ou Yanis qui sont des joueurs qui me donnent le sentiment, c'est les deux plus gros représentants pour moi de cette mentalité là, comme Iverson à l'époque, on ne sait pas de quoi sera fait demain, donc je donne mon corps tous les soirs sans compter, etc. Je trouve que ça devient un petit peu plus rare. Tout à fait. Et pour finir, j'arrive là-dessus. Et pour finir sur l'histoire des amitiés, des machins, on est parti du maillot pour en arriver là. Et c'est très important de comprendre ça. Et c'est la base, c'est le maillot. Et parce que par exemple, Michael Jordan et Patrick Ewing, c'est de notoriété publique qu'ils étaient poteaux. Ouais. Ils étaient poteaux en dehors des terrains. Mais ils pouvaient pas se parler. Sur le terrain, il y avait un Knicks et un Bulls. Eh ben non. Non, et d'ailleurs. Et du coup, ça. Bien sûr. Mais d'ailleurs, Pat Riley disait vous n'avez pas le droit de déjeuner ensemble. Avant et après le match. Ouais. Et pas très bien. Ça me va, moi, en fait. Okay. Et même s'ils ont eu des hauts et des bas, Isaiah Thomas et Magic Johnson étaient plutôt des mecs qui s'entendaient bien dans la vie, puisque Magic est du Michigan et que voilà, et tout machin. Mais par contre, sur le terrain, bonjour. Non, bien sûr, bien sûr. Et ça. Quelque part, on le perd. On est en train de complètement le perdre parce que le maillot, ça se trouve la saison prochaine, ils vont, je sais pas qui là, on va dire, je sais pas. Les mecs voient trop l'intérêt, le côté business et tout. Le maillot est plus assez important. C'est exactement ce que je m'étais noté. C'était mieux avant. Sur l'approche globale même de comment ça se passe et donc en termes de compétitivité pure et de confort. Nous on le comprend. L'évolution du sport elle est claire, mais tu vois. Moi, j'en veux pas quand certains anciens voient le load management et disent les gars, vous foutez de notre gueule. Ou que là, quand on est avec Simon l'autre jour sur le canapé, il dit non, mais attends, les gars disent on aimerait bien déjà qu'on a un bonus, avoir un surbonus pour jouer au All-Star Game. Non. Mon gars, non. Je comprends. Ils sont blindés, en plus, ils gagnent plein d'argent. Mais moi, ça me donne un sentiment qui. Je suis pas là à vouloir dire que avant 100% des joueurs de NBA bossaient pour l'amour du jeu et qu'ils s'en battaient les couilles. Pas du tout. Ça a été et ça reste un business et ça restera un business, pas de problème. Mais je trouve que la propension et le déséquilibre qu'il y a maintenant entre l'importance de culture de victoire et de se faire des sous le plus en plus et avoir des avantages, moi parfois me dérange dans l'approche des joueurs. Et le problème, donc tu as des fans qui ne savent pas si je vais aller à tel match parce que si ça se trouve, il va y avoir du repos et du load management. Aujourd'hui, on applaudit Michael Bridges parce qu'il participe à tous les matchs. Qu'on comprenne bien cette phrase. Oui, le Iron Man. On applaudit le fait que le mec joue tous les matchs de basketball. C'est moi ça. Après le calendrier, c'est encore un autre sujet. Mais on pourra peut-être en parler. Mais je suis désolé, normalement, je sais pas, enfin.
je vais pas te célébrer parce que t'es au taf demain. Ça, je suis d'accord. Mais sur ces histoires de maillots et de réunions entre potes, LeBron James a fait beaucoup de mal. Et il a fait du mal. Comment ? Vas-y, je t'en prie. Il a fait du mal parce que le problème, c'est que lui, LeBron James, il l'a fait d'une certaine manière voilà, les fans des Cavs vont te dire que c'était chaud et tout. Comme j'ai dit, il revient, machin, il essaie de se faire pardonner. Bon, c'est pas vraiment le fond du sujet. C'est plus que... C'est comme tous les grands leaders d'une époque, c'est qu'après, il y a des types qui essaient de copier, mais qu'on n'a pas les moyens. C'est comme les types qui sont passés après Michael Jordan et qui croyaient que d'être un putain de tyran, ça allait faire d'eux un leader. Eh ben non. non, spoiler, non, ça fout juste une ambiance de merde dans ton vestiaire et comme t'es pas assez fort, ça gagne pas. Sur Mediapart. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est tout à fait pareil. Ou c'est comme si les mecs voudraient faire la brinque comme Magic Johnson et James Worthy toute l'année en se disant c'est pas grave, on va faire des passes comme ça va marcher, on va gagner. Tout à fait. Bah non. Par contre, tout à fait. Par contre, en termes de négociation pure et d'équilibre des pouvoirs sur l'échiquier NBA, c'est mieux aujourd'hui. C'est nettement mieux aujourd'hui parce que les joueurs ont plus de player empowerment avec LeBron en tête de liste. Et là, LeBron a fait du bien pour le coup. Il a fait énormément de bien parce que Curry du coup, aussi. Oui, tout à fait, Steph et plein d'autres. Mais LeBron en porte-drapeau, c'est notamment des meilleures négociations, un meilleur équilibre entre les propriétaires et les joueurs. Donc on a de moins en moins aussi d'affaires type Donald Sterling parce que les joueurs ont aussi la capacité à pouvoir s'exprimer davantage. C'est aussi la société qui évolue, mais tu as des prises de position aussi des joueurs. Donc même si là on sort un peu plus du parquet comme je te le disais tout à l'heure, des joueurs qui sont capables de prendre des positions pour impacter la société, la culture et la façon dont on voit le sport. Ça là-dessus, il n'y a rien à redire. Aujourd'hui, c'est mieux pour moi. Alors, c'est mieux. Disons qu'ils ont, plus de pouvoir médiatique. Oui. Ça, c'est sûr. Donc ça, moi, je trouve ça bien. Oui. En revanche, les prises de position, attention. Parce que avant, et là, je parle de bien avant, on a eu des joueurs, je ne sais pas si vous voyez Bill Russell et Karim Abdul-Jabbar, ça s'est mouillé comme Jaja. Hein. Les mecs se mouillent pas comme eux aujourd'hui. Hein. Alors, quand même. Oscar Robertson, autre époque, il a un procès qui porte son nom quand même. Mais bien sûr, tout à fait. Mais il y a aussi des gars aujourd'hui qui prennent des vrais risques, je trouve, sérieux et qui prennent des vraies positions en disant je ne suis pas juste un basketteur, je ne vais pas shut up and dribble. Et donc, oui, peut-être que ça va me mettre telle ou telle image et que je ne vais pas avoir des partenariats avec certaines marques, mais je défends plus que juste mon maillot. Ça, je suis d'accord. C'était pas pour diminuer les prises de position des mecs d'aujourd'hui, c'était pour relativiser par rapport à dire qu'avant, il y a aussi eu des sacrées prises de position. Le terrain devait être construit, donc il fallait poser les premières briques. Tu vois, voilà. Donc ça, je suis un peu sur un kiff-kiff, moi. Accessibilité aux joueurs, c'est mieux. La proximité entre les joueurs et les gens qui les regardent est meilleure. La médiatisation est meilleure. Il n'y a pas à tortiller. Il y a plus d'images, il y a plus d'accès. Mais tu vois, pour finir sur les joueurs, juste le fait que maintenant ils aient pour certains soit leur propre plateforme, on peut dire qu'il y en a trop de podcasts, mais que des mecs veulent avoir leur propre micro pour raconter leurs propres histoires. À la fois, moi je trouve ça excellent pour la proximité qu'il y a entre les joueurs et les fans. Aujourd'hui, tu peux avoir tout type de contenu qui est fait là-dessus. Et en même temps, j'allais te poser la question, et si les gens évidemment ont connu début des années 2010, 2000 et 90, je trouve que dans le journalisme notamment de profondeur et d'investigation, c'est devenu plus compliqué pour certains de couvrir la NBA. C'est-à-dire, lorsqu'il fallait avoir des Ahmad Rashad qui allaient faire certains documentaires ou les types de documentaires qu'on pouvait avoir, aujourd'hui, formidable à la fois pour moi d'avoir des joueurs qui ont leur propre plateforme pour s'exprimer, et en même temps, ça dessert un métier pour moi de journalisme qui parfois va être du sensationnalisme où il faudra du coup qu'il y ait plutôt Kendrick Perkins qui gueule plutôt que quelqu'un qui vienne analyser et faire un travail de profondeur. Oui, bon ça c'est un peu malheureusement, ça c'est plus sociétal que lié vraiment directement à la NBA. Après, les joueurs je trouve ça bien. Après, c'est comme tout en fait, comme la médiatisation est plus facile, t'en as qui vont être bons dans l'exercice. Et qui même en activité vont être capables de te faire de l'analyse. Moi je trouve que quand même ça devrait être un peu plus réservé à des joueurs qui ont fini leur carrière, comme ça ils peuvent se concentrer sur avoir du recul et un regard plutôt que genre faire des podcasts en sortie de match. Moi je suis moins convaincu de ça. Et après c'est comme tout, c'est que tu as des très grands joueurs qui sur le terrain donnaient l'impression de comprendre parfaitement leur sport, et quand ils se retrouvent en jean, basket, t-shirt derrière un micro pour analyser le jeu de d'autres joueurs 5 ans, 10 ans après leur carrière, ils disent de la merde. Et ça, c'est valable un peu dans tous les sports, et t'en as qui vont être très bons, très justes,
très intéressants. T'en as qui vont juste être marrants, drôles, divertissants et tout, c'est bien aussi. Donc, ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est le côté accessibilité, possibilité de regarder, d'avoir du choix dans les émissions qui en parlent et tout. Si t'aimes les clashs, les machins, il y a ce qu'il faut. Si t'aimes l'analyse plus en profondeur, il y a encore ce qu'il faut à lire, à écouter, à visionner. C'est ce qu'on disait avec Simon à l'addition, hein, c'est en termes de consommation de la NBA aujourd'hui, zéro débat, pardon, mais c'est extraordinaire. Tu as un téléphone ou un ordinateur ou une téloge, tu peux avoir de la NBA. Ça n'a rien à voir. Tu veux avoir ton avis ou celui d'Erwan et Thomas ou le mien ou celui de quelqu'un d'autre. Ou celui de Ben Taylor avec Thinking Basketball, ou tu vois, Ben un truc Taylor, qui est bien poussé. Tout à fait, ou d'autres personnes qui vont être dans les analytics notamment. Donc oui, non, moi aujourd'hui, c'est extraordinaire. Je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas aujourd'hui que au milieu des années 2000, on a littéralement téléchargé des logiciels chinois parce que Yao Ming venait d'arriver pour essayer d'avoir des matchs en direct à 2h du matin. C'était une réalité, hein. C'était il y a 20 ans. Hein. Aujourd'hui, tu as une émission tous les midis. Ah non, mais c'est trop bien. bien. Et tu as des matchs tous les soirs qui sont diffusés, pardon. Ah, mais c'est trop bien. Et donc, médiatisation, c'est mieux aujourd'hui. Oui, 1000%. Aseptisation, règles, c'était mieux avant. Règles, aseptisation, on met ça dans le même panier ou on en fait 2 paniers peut-être? Je suis d'accord pour mettre même dans le même panier si tu veux. Ok, donc c'était mieux avant en tout cas. Oui. Le jeu, on est plus sur aujourd'hui. Il est de meilleure qualité individuelle. J'ai quelques... Allez, je vais donner un peu un avantage aussi collectif, mais c'est kiff-kiff. Ok. Mentalité, amour du maillot, fidélité et tout, là c'était mieux avant. Je pense qu'on est d'accord pour le dire tout le monde. Ouais, j'ai du mal. Qu'est-ce qui nous reste comme grands angles? J'ai pas forcément des grands angles. Moi, c'est des petites choses après que je peux te suggérer. Après, c'est vraiment en dehors parfois du terrain. C'est-à-dire que là, je te parlais par exemple de journalisme et de la façon dont on couvre aussi le basket. Il y a une différence et une évolution. J'ai noté aussi un peu un côté rareté de produits. C'est-à-dire que dans la façon dont c'était... Là, on vient de parler de la NBA et à quel point elle est accessible. J'ai des émotions différentes quand je repense au titre de Tony Parker en 2007 par exemple avec les Spurs, parce que rare et difficile d'accéder aux produits, et donc du coup bah, tu vivais chaque seconde du truc, alors qu'aujourd'hui vu que ça dégueule de partout, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, NBA League Pass, machin truc, Beansport, j'ai l'impression d'en avoir quand j'en veux, donc t'as moins envie. Donc en gros, la médiatisation qui est meilleure, elle a aussi des effets pervers. Sur la rareté du produit, je trouve parfois. J'entends, je comprends, c'est assez logique. Ça revient un peu à ce que j'ai dit sur une époque avant, tu vois, les années 90. Ça revient aussi au truc que du coup, quand on a moins, souvent t'as que le meilleur. Souvent. Donc forcément, tu vois moins la partie de moins bonne qualité. Oui. Donc c'est mieux, peut-être pour nous, en tant que fan, et encore que si t'es fan d'une équipe qui a un basket pas ouf, du coup ça veut dire quoi? Tu la regardes jamais? Tu peux pas la voir. Bien sûr. Tu vois, par exemple, si t'es fan des équipes qui tankent, si t'es dans les années 90, ah bah c'est terminé mon poteau. Sauf quand tu joues les Bulls ou les Suns ou les Supersonics de Gary Payton et Kemp, tu les vois pas. Ah bah sûr. Tu les vois pas jouer. Non mais tu vois, oui, tout à fait. C'est... Là-dessus, moi je pense quand même que c'est mieux aujourd'hui. Il n'y a pas à tortiller la rareté. Oui, je comprends. Le problème de la rareté, c'est que oui, effectivement, tu vas améliorer. La rareté, c'est plus un sujet qu'il faudrait travailler en globalité sur les matchs, les back-to-back, les calendriers, les trucs, plus que quelque chose qui vient à la médiatisation. Bien sûr. Moi, pouvoir voir tous les matchs, je trouve ça super. Les derniers points moi que j'avais, c'est évidemment l'impact de la NBA sur le basket féminin et sur nous, notre prisme de basket français, équipe de France. Nous, on l'a bien vu, c'est évidemment mieux aujourd'hui pour moi parce que l'impact de la NBA, il est clair, on l'a vu sur WNBA. Je veux dire, aujourd'hui, tu regardes une nana comme Caitlin Clark qui va démarquer. On vient de voir Sabrina Ionescu versus Stephen Curry, où on a du Marine Ionescu qui débarque. C'est incroyable. Là-dessus, c'est nettement mieux aujourd'hui. Et très très hâte de voir la suite sur le basket féminin, sur le basket équipe de France. Désolé, c'est mieux aujourd'hui. C'est pas pour faire un lien avec la NBA, mais c'est licencié et tout. Mais bien sûr qu'il y a un lien. Licencié, il y a un lien qui est évident. Tony Parker, le lien. Tony Parker, tout à fait. Et là, on a la génération Rudy et Van Fournier qui est là avec Nico Batum. Nico Batum, voilà exactement. T'as Victor Wembanyama qui vient d'être numéro 1 de draft. On va peut-être avoir 2 drafts de suite avec un Français. Arrêtons de prendre cette phrase pour acquis en numéro 1. Enfin, tu vois, c'est ça là-dessus, c'est quand même assez extraordinaire. Là, on peut avoir 3 Français très hauts à la prochaine. Et tout petit, tout à fait. Et tout petit axe
qui n'est pas en soi directement lié à la NBA, mais je veux bien l'avis des gens et notamment des geeks et des nerds de la communauté. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo, ils étaient mieux avant. Je pose honnêtement la question. Il n'y a pas de débat, hein, c'est pas une discussion. Je pose honnêtement la question avec les gens qui ont, des gens qui ont accès aux jeux de 2K d'aujourd'hui, tu vois, avec notamment plein de modes de jeu qui sont disponibles, et en même temps la façon dont on a consommé NBA Live, NBA Street, volume machin et trucs. Moi, c'est très émotionnel. Je pense que les jeux vidéo étaient meilleurs avant, notamment sur le basket. Mais j'entends s'il y a des gens qui me disent arrête, gars, maintenant aujourd'hui tu peux tout faire dans 2K, quoi. C'est sûr qu'ils ont progressé techniquement. Ça a progressé, mais est-ce que c'était mieux? Il y a un côté plus pur. Ça veut dire quoi en conclu? En conclu, ça veut dire que attention, Alex. Non, c'était pas mieux avant. En tout cas, pas pour moi. Et que c'est pas aussi noir ou blanc que ce que je viens de le dire. C'est-à-dire que, à titre personnel, j'adorerais avoir le jeu d'aujourd'hui avec la mentalité d'avant. Oui. Oh putain. Ça, ce serait le meilleur. Tu parlais de produit, bah voilà, ça, ce serait le meilleur produit. Bien sûr. Genre, je sais pas si ça doit passer par des règles. Il pourrait y avoir des règles, mais ça serait des règles qui, je pense pas que les joueurs vont te les valider. Mais tu sais, du genre, la franchise qui te draft, bah ok, on comprend et tout, machin, nanana, mais en fait, tu lui dois 6, 7, 8 ans et tout. Et donc, inconvénient pour le joueur, mais inconvénient aussi pour la franchise. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux pas ne pas filer une extension à ton gars en 3e ou 4e année. Il a été drafté au premier tour, désolé mon poteau. Ah, bien sûr. T'es parti. Donc peut-être qu'il va y avoir une négo parce que du coup tu vas pas lui filer le max ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, là je sais pas, j'ai pas assez posé les choses. Mais en tout cas ouais, le jeu d'aujourd'hui avec les athlètes, les joueurs d'aujourd'hui et la mentalité d'avant. Ouais. Dans ma conclu perso, pour te suivre un petit peu, je pense que comme je l'ai écrit là, le business va mieux. Le jeu individuel va mieux. La consommation de la NBA va nettement mieux. L'accessibilité va mieux. Donc c'est mieux aujourd'hui, quoi. Donc c'est mieux aujourd'hui. Juste, j'ai mis une petite astérisque à voir pour le jeu collectif. Je trouve qu'il y a des vrais axes sur lesquels on peut se poser des questions. Il y a eu des améliorations sur certains axes, mais je ne trouve pas qu'au global, vous pouvez me sortir des exemples comme tu l'as fait là de les Warriors de telle année, les Nuggets de cette année. Ce sont des cas isolés. Je n'ai pas le sentiment que globalement, le jeu NBA collectif est meilleur. Je trouve qu'on a des actions qui sont bâclées, qu'on a de moins en moins de systèmes exécutés, qu'il y a de plus en plus de 1 contre 1, et parfois j'y perds le jeu collectif que j'appréciais précédemment. Mais au final, t'es quand même pas en mode c'était mieux avant. Non, en fait, non. Ni l'un ni l'autre. Non, mais même, oui, tout à fait. Non, mais attends, c'est important. Ni l'un ni l'autre, on pense que c'était mieux avant. Moi, la phrase il y a est très des claire. arguments qui font qu'il y a des points de discussion qui étaient mieux avant. Ça reste que des points de discussion. Globalement. Tu me dis, il y a 25 ans, voilà ce qui va se passer dans 25 ans. Est-ce que tu signes? Oui. Okay. Tous les jours. Okay. Toi aussi? Oui. Ah oui, oui. Moi, j'ai jamais été. J'ai adoré parce que c'est la période où j'ai grandi avec ça et tout. La kiffance des Bulls des années 90, des Knicks de Pat Riley, même le hit de Pat Riley. Après, j'ai bien kiffé Spurs, Lakers, les Rockets de la Juwan, tout machin. Évidemment. Mais non, moi, je m'éclate plus aujourd'hui. Ouais. Pareillement, dites-nous, vous, sur les différents axes, ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous le vivez? Comment est-ce que vous le regardez? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que vous êtes un ancien? Et si oui, jusqu'à quel point? Et si vous préférez évidemment la NBA d'avant ou la NBA d'aujourd'hui? Et sous quels angles? Ce qui est sûr et certain, c'est que on vous fait des bisous. Vous, on vous souhaite une excellente semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle grosse question. Des bisous, à la prochaine. Ciao.